Et en fait, les conditions météorologiques commençaient vraiment à se dégrader et les mafieux qu'ils peuvent avoir. Nous, généralement, on passait sur les lacs gelés avec nos traîneaux. C'est un sport considéré comme trop dangereux. Un jour, ils sont arrivés avec des gros pick-up, des matraques, des petits guns. Quand tu arrives au championnat du monde, tu sois ultra préparé. Tu te rends bien compte qu'il n'y a aucun moyen de rentrer à l'aéroport. À ce moment-là, il y avait les championnats du monde au Canada. Je suis désolée, je suis bloquée au Groenland. Avec my corps, je ne serai pas lundi au boulot. Et là, je me suis dit, waouh, l'objectif est énorme. Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment concilier sport de haut niveau, travail, entrepreneuriat. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, mettez les petits commentaires, les petits likes pour le référencement, ça fait fort plaisir. Aujourd'hui on est ravis de recevoir Andrea Tassard, bonjour. Coucou, salut Arthur, salut tout le monde. Alors tu es ex-sportif de haut niveau, tu as fait 3 participations au championnat du monde de patinage synchronisé, 3 fois championne de Pologne, tout en étant étudiante, exactement, tout en travaillant. Et aujourd'hui, tu es fondatrice d'une entreprise dans la RSE où du coup, tu crées un nouveau matériau pour le bâtiment. Exact, Isalg. Isalg. Et on en parlera. Donc là, on va parler de beaucoup de choses, notamment, dans un premier temps, comment on concilie le sport de haut niveau, de très haut niveau même, et du coup, les études. Parce que du coup, quand tu faisais tes études, tu étais en même temps sportive et en même temps tu avais un travail. Comment tu as fait pour concilier tout ça? Ouais, bah des fois, tu sauves un peu les pots cassés, c'est-à-dire que bah, tu sais que c'est difficile d'être dans autant de sujets en même temps, mais bah, tu as des objectifs derrière et tu te lances dans quelque chose et tu es obligé d'aller jusqu'au bout. À partir du moment où tu te lances dans le patinage, t'as des objectifs, tu peux plus dire non, tu as une équipe derrière. Tu as 20 personnes qui sont là derrière toi, bah forcément, tu as tes 16 coéquipières, tu as ton coach, tu sais que tu as toute une équipe derrière et tu peux pas te défiler, quoi. Donc t'y vas à fond. Mais c'est-à-dire que quand tu dis on sauve les pots cassés, il y a des trucs que tu faisais à moitié ou... Non, j'essaie toujours d'être à fond dans tout ce que je fais. Mais simplement, voilà, c'est aussi des heures de sommeil en moins. Tu sais que tu peux pas partir en vacances. C'est beaucoup de sacrifices, en fait. Ouais. Plutôt que de sauver les pots cassés, comme je t'ai dit. Mais oui, c'est énormément de sacrifices de pouvoir être sur plusieurs fronts à la fois, de pouvoir être à fond sur les études. Tu sais que tu as des examens derrière. Tu dois pouvoir assurer ta vie professionnelle que tu es en train de préparer. Donc oui, il faut que tu sois à fond sur les études et en même temps sur le sport. Et tu peux pas te défiler, quoi. Ouais, donc du coup, ce que tu as sacrifié un peu, c'est, tu dis, heures de sommeil. Ouais, heures de sommeil, beaucoup d'heures de sommeil. Les vacances. Les amis, peut-être? Ouais, la vie sociale aussi, oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que le sport te permet de créer un petit peu des relations amicales partout dans le monde. Mais tu sais que entretenir un petit peu les relations que tu as, c'est la partie plus compliquée, oui. Surtout quand tu fais toute une journée où tu te lèves le matin, tu as entraînement à 6h30. Tu bifurques sur ta journée de cours. Ouais. Et après, tu reviens au patinage de 18 à 20h. Tu sais que le soir, c'est le moment où tu peux faire tes devoirs. Mais bon, quand tu as des dissertations à faire, jusque pas d'heure la nuit... Et c'est dur parfois ou... D'enchaîner. D'enchaîner et puis de te dire, bon, bah voilà, en fait, peut-être que je fais tout ça pour... Tu sais, des moments de doute, peut-être. Il y a des moments de doute, forcément, où on se remet en question et on se dit, est-ce que tout ce que je fais là, ça ne sert à rien? Est-ce que ça sert à quelque chose? Mais en fait, il y a des objectifs derrière et je pense que tu n'as pas le temps de penser. Tu sais que tu dois préparer les championnats du monde ou tu dois préparer justement ta diplomation à l'IESEG. Tu n'as pas le choix de te poser trop de questions, tu y vas et ça dépote, quoi. Ouais, ça fait peur ou parfois? Non, juste tu y vas, tu te poses pas de questions. Ok. Enfin, moi, c'était mon état d'esprit. Ok. Et t'as jamais voulu te mettre sur une seule activité et tu sais, par exemple, donc là, t'adorais le patinage, d'arrêter tout, de tout plaquer, te mettre à fond dans le patinage, faire de ça ton métier, tu vois? C'était un besoin de faire plein d'activités en même temps? C'était un besoin et un devoir. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup eu la pression de mes parents de pouvoir assurer aussi ma vie professionnelle derrière. Donc assurer des études, oui, ça, c'était la priorité numéro 1. Et moi, ma priorité personnelle aussi, que je considérais peut-être autant que les études, c'était le patinage, parce que c'est là où je m'épanouissais. Donc de là, oui, pour pouvoir assurer le côté patinage, je devais assurer le côté études. Donc l'un n'allait pas sans l'autre, et ça, je l'ai compris dès très jeune. Et le travail, en plus, c'était ton envie ou c'était... Alors oui, c'est vrai que j'avais eu aussi un job étudiant. Et oui, c'était touché un petit peu au monde pro.
Et c'est mon envie aussi de toucher à tout. Pour moi aussi, tout est une question d'opportunité. Et j'avais des opportunités de pouvoir... les opportunités que j'ai eues, que j'ai acceptées et que donc j'ai pris... je l'ai mis sur ça, sur mes épaules et let's go, quoi. Mais parce que là, aujourd'hui, tu es un petit peu toujours dans le même cas de figure. Donc, t'entreprends avec Isalg. Ouais. Et puis, tu participes au concours. Et puis tu as un CDI, il me semble, en même temps. Donc, c'est peut-être un peu un état d'esprit, non ? Oui, c'est vrai, et c'est une question de rythme aussi. C'est-à-dire que je pense que tu peux faire deux choses à fond. C'est-à-dire que quand j'étais en sport-études, quand j'étais en équipe nationale de Pologne, j'avais un travail à côté. Donc, je travaillais déjà en tant que chasseuse de tête chez Lincoln, ma boîte. Et donc, je pouvais faire ces deux choses à la fois. Et ça, c'était beaucoup grâce également aux personnes qui ont voulu me suivre. Donc, du coup, mon boss était à fond dans ma carrière de patineuse. Donc, il m'aidait énormément à pouvoir concilier la vie de patineuse et la vie de chasseuse de tête. Et j'ai terminé ma carrière l'année dernière. Et dans ce cas-là, justement, j'ai arrêté ma carrière de patineuse pour endosser la casquette de start-upeuse avec Isalg. Ouais. Et tu t'es dit... Comment tu t'es dit qu'en termes de temps, c'était jouable ? C'est-à-dire que quand tu as commencé, je pense que tu avais déjà un emploi du temps plutôt chargé. Tu t'es dit, je vais rajouter ça et ça va passer ? Ouais, justement, là, j'ai dû arrêter le patinage pour pouvoir me consacrer à la start-up. Ouais, bien sûr. Et ça, c'était des sacrifices et des choix surtout. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'habitais en Pologne. Donc, j'étais à fond dans le patinage et dans la chasse de tête. Et là, du coup, j'ai dû rentrer en France pour pouvoir me concentrer sur la start-up et pouvoir toujours assurer mon travail. En fait, j'ai eu cette opportunité de passer du bureau de Pologne au bureau de France. Et d'ailleurs, c'était le premier CDI que j'ai accepté parce que quand j'étais en Pologne, j'étais stagiaire et ensuite, je réalisais ma gap year, tu sais. Ouais. Et en arrivant en France, j'ai accepté donc un CDI dans cette même boîte. Et à côté de ça, je me suis lancée à bras ouverts dans la carrière de start-upeuse, on va dire. Et du coup, pour terminer un peu sur l'arc patinage, comment tu as commencé ça ? Pourquoi tu t'es mis au patinage ? Du coup, tu as dit que c'était quand tu avais 4 ans. Exactement. Mais tu as toujours continué depuis tes 4 ans ? Toujours continué avec une petite pause lorsque j'ai étudié à l'étranger, parce que j'ai étudié également en Suède et c'était compliqué de pouvoir trouver un club qui puisse suivre un petit peu mes aspirations et mes envies. Donc oui, là, j'ai fait une petite pause de 2-3 ans. Et je suis rentrée dans le patinage de manière totalement random, on va dire. C'est-à-dire que j'étais justement stagiaire en Pologne, c'était en plein Covid. Et je faisais que ça, que le travail. Et en patinant, comme ça, à la patinoire de Varsovie, on m'a repérée et on m'a proposé de faire les essais pour l'équipe nationale polonaise. Et ça, c'était totalement random parce que j'avais vraiment arrêté ma carrière pendant 2-3 ans et je pensais pas la reprendre. La personne qui t'a repéré, c'était qui ? Alors, c'était une coach à Varsovie qui était en étroite relation avec la coach de Gdańsk, là où était le pôle Pologne. Et donc, ces mecs-là, ils sont payés pour repérer des gens ? Non, pas du tout. C'était un hasard ? Non, c'était un peu un hasard. C'était, je connais cette patineuse, j'ai vu cette patineuse aujourd'hui. Agnieszka, il faut absolument que tu la rencontres. Agnieszka, qui était ma coach en Pologne. Moi, j'avais pas plus d'objectifs derrière, je voulais juste patiner un week-end. Et là, en fait, j'ai super bien réussi mes essais. Et on m'a proposé justement, on m'a présenté le programme sportif. Donc, à ce moment-là, il y avait les championnats du monde au Canada. Je savais que l'année d'après, il y avait les championnats du monde aux US. Et là, je me suis dit, waouh, l'objectif est énorme. Et let's go. Mais du coup, la personne qui est venue te voir, elle t'a dit, genre, t'es forte, viens à Gdańsk. Elle m'a dit, t'es forte, fais ton petit essai à Gdańsk. Moi, je dis, no way, moi, je rentre en France dans 3 mois. Et en fait, ça a été le coup de foudre avec ce club à Gdańsk. Ouais, alors après, j'avais 2-3 questions, mais sur vraiment le patinage synchronisé, parce que je t'avoue qu'en France, je crois que c'est pas trop connu. C'est moins médiatisé, en effet. C'est moins médiatisé. Et en fait, c'est beau. Du coup, j'ai regardé un peu hier. Comment ça se passe pour les scores ? Vous êtes noté. Moi, j'ai compris qu'il y avait une note technique et artistique. Exact. Et du coup, pour être noté, bon, il y a quand même des enjeux, tu vois, c'est des compétitions internationales.
ils font comment les jurys? Bah justement, comme tu le dis, il y a cette note technique et artistique. Donc la note technique, on a des éléments imposés. Donc plus on va rajouter de difficultés, plus le niveau sera élevé. On va dire c'est de 1 à 4 sur chaque élément. Et après, il y a toute la réalisation autour. À quel point voilà, tu réalises bien l'enchaînement, à quel point c'est propre. Je sais pas moi, le bloc no hold, c'est quand on se tient pas. T'as le bloc où on se tient. T'as les pirouettes, t'as tout plein d'éléments imposés. Ouais. Et donc là, c'est quel niveau de difficulté tu vas faire. Donc pour vulgariser tout ça, quand tu vas faire un enchaînement sur 2 pieds, c'est plus facile que si tu le fais sur 1 pied. Et encore, la méthode la plus difficile encore, c'est de faire sur 1 pied et en plus avec les bras en l'air. Bah, dans ce cas-là, tu vas gagner des niveaux, on va dire. C'est quoi typiquement la figure la plus dure, tu vois? Ah, c'est les portées. C'est les portées, c'est quand on fait par groupe de 4 personnes, un porté typiquement grand écart où on tient une personne en grand écart justement au-dessus de nos têtes comme ça. Ouais. Donc 3 personnes, hop, qui tiennent une fille en grand écart en l'air. Et c'est même dangereux. Et d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle les championnats le patinage synchronisé n'est pas encore au JO. Parce que c'est un sport considéré comme trop dangereux. Mais pour moi, c'est aussi un enjeu politique derrière le patinage et un enjeu monétaire parce que faire partir une équipe de 20 personnes par pays, c'est assez oui, c'est gros en termes d'organisation. Exactement. Mais pourquoi du coup c'est dangereux? C'est quoi qui est considéré comme... Bah, écoute, il y a eu pas mal d'accidents parce qu'avoir une fille avec des lames au-dessus de la tête, c'est assez dangereux. Ah oui, clairement. Ah oui, parce que du coup, genre, si elle tombe de côté... Exactement. Il y a déjà eu des accidents. Oui. Ça c'est déjà arrivé? Ça t'est déjà arrivé? Non, écoute, je vais bien. Non, mais pas toi personnellement, mais j'espère. Dans ton équipe ou... Dans mon équipe, non, mais oui, en effet, il y a eu un accident au club de Valenciennes. Bon, la fille va très bien, mais bon, voilà, c'est des accidents qui arrivent. Et donc, un championnat du monde, il y a de la... Comment ça se passe quand tu vas au championnat du monde? Et j'imagine que c'est un peu intriguant, il y a une sorte de pression. Et il y a une pression énorme, c'est-à-dire que c'est la consécration un petit peu de toute la saison, le pourquoi tu bosses... pourquoi tu te donnes corps et âme toute la saison, c'est pour les championnats du monde qui est un petit peu le Graal à la fin. Et oui, t'as envie de bien faire parce que tu sais que tu peux boucler l'année en beauté, tu sais que c'est les premières vacances que tu vas pouvoir avoir après cette saison souvent assez compliquée et remplie d'embûches. Donc oui, t'as envie de bien faire, forcément. Et donc, comment elle se traduit, la pression? C'est de l'énergie? C'est de la peur? Parce que moi, je m'imagine au championnat du monde. En fait, je me suis imaginé sur des patins. Voilà, sur des patins en championnat du monde. Et alors, pas forcément, mais peut-être. Et en fait, j'aurais été tétanisé, tu vois, à ta place. Ouais. Après, tu prépares ça. Et puis aussi, on est préparé au niveau du mental, au niveau physique. Donc, le but étant que quand tu arrives au championnat du monde, tu sois ultra préparé. Et après, tout ce qui va faire la différence, c'est l'énergie que tu vas apporter le jour J, quoi. Ouais. Si t'arrives pessimiste, bah forcément, tu vas peut-être pas aussi bien performer que si t'étais vraiment dedans. En fait, il faut vraiment être dedans. Ouais, mais je m'imagine, c'est vrai qu'arriver avec une énergie et être à fond, etc., tu sais, tu peux pas le contrôler. Surtout quand... Toi, tu l'as fait 3 fois, donc ça va. La 3e, ça devait aller. Et les 2 premières, c'est... Ah, t'as la pression, mais t'as aussi le doping, je sais pas si on peut dire ça en français, mais de la foule autour. C'est-à-dire qu'on patine sur une arène avec 10 000 spectateurs et pas mal de téléspectateurs aussi qui nous suivent. Et forcément, ils te donnent cette énergie. Si tu l'as pas au fond de toi, tu l'auras de l'extérieur. Ok, quand même. Et tu sais que tu as ta famille qui te regarde, tes amis, et forcément, tu as envie de bien faire. Tu te donnes à fond. Il n'y a pas de « je vais faire les choses à moitié », tu y vas à fond. Et pourquoi t'as arrêté, du coup? Bah écoute, après 20 ans de carrière, j'ai envie de te dire, j'avais envie de passer à autre chose, et c'est aussi une histoire d'opportunité. C'est-à-dire que j'aurais pu continuer encore 1, 2 saisons de plus, mais c'est énormément de sacrifices, également en termes professionnels, et j'avais envie d'aller de l'avant, et surtout j'avais cette opportunité de pouvoir rentrer dans le monde des startups, qui était un petit peu mon next objectif. Et ouais, on va en parler, ça. On va en parler. Ta boîte, du coup, pour en reparler un petit peu, tu fais des matériaux écologiques et RSE pour des bâtiments. Exactement.
à base d'algues. Exactement. Quand j'ai vu ça, ça me paraissait être un projet très ingénieur, tu vois. Ouais. Et comment tu as fait pour rentrer dans ce type de projet? Parce que du coup, pour le rappeler, tu as fait une école de commerce. Oui. J'ai fait l'IESEG. Ouais. Et j'ai été diplômée en 2022 et j'ai fait un master entrepreneuriat et innovation. Donc j'ai toujours voulu entreprendre. Simplement, j'avais pas encore la bonne idée. Et en fait, tout était une histoire d'opportunité. C'est-à-dire que quand je venais de terminer ma carrière de patineuse, j'ai vu qu'il y avait un super concours d'entrepreneuriat qui s'est organisé, qui s'appelle Pangaea X, organisé par Mike Horn. Et j'avais vraiment envie de prendre part à ça. Simplement, j'avais ni équipe, ni projet. Donc, c'était un petit peu utopique de me dire, je vais participer sans avoir de plan. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on était plusieurs dans ce cas-là. Et le programme Pangaea X a organisé un petit week-end kick-off en ligne où ils pouvaient répondre à nos questions, comment pouvoir envoyer sa candidature. Et en plus, ils ont créé un groupe, ceux qui n'avaient pas d'équipe. Et donc, sur ce groupe, on s'est tous pitchés. Et on a créé à partir de ça une équipe plutôt complémentaire de 4 personnes, donc 2 ingés, moi et un marketeur. Et de là, on est parti sur la revalorisation des algues. On a regardé un petit peu, on a lu pas mal d'articles, pas mal de projets scientifiques justement sur comment on pouvait revaloriser les algues, quelles étaient les propriétés des algues qu'on pouvait utiliser. Et de là, on est parti sur l'isolation. Et avec notre idée, donc, on a participé au programme Pangaea X. On a été pris. C'était 5 mois de workshops et de programmes assez intensifs avec justement un pitch à la fin, à la clé, qui était à Station F, où justement 10 équipes étaient en compétition pour pouvoir gagner ce prix ultime qui était un abonnement à Station F, mais également de l'argent pour pouvoir développer. Un incubateur parisien. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, tu t'es retrouvé un peu là de façon aléatoire. De façon aléatoire. Ouais. Totalement. Mais en fait, c'est ce qui m'a permis d'entreprendre. Donc, c'était pas important forcément le projet pour toi? Toi, tu avais vraiment envie de passer, c'était sport à l'entrepreneuriat, peu importe finalement ce que tu allais faire. Exactement. Écoute, ce qui est le plus important en tout cas, c'est l'équipe. Et j'ai trouvé une super équipe justement, donc avec Quentin, Jeanne et Claire-Vie. Et ensemble, on a trouvé cette idée de revaloriser les algues. C'est un peu entrepreneurial le sport, non? Totalement. Ouais. Hein. Totalement. C'est-à-dire c'est tes objectifs, etc. Pareil, j'imagine que il n'y avait pas que ton coach, c'était toi qui te donnais tes propres objectifs parfois? Aussi. Donc on avait des objectifs de groupe et des objectifs individuels. Mais j'ai toujours dû avoir aussi des objectifs dans mon sport, que ce soit au niveau du patinage artistique aussi. Et du coup, est-ce que c'est sorti le produit? Pas encore. C'est vrai que j'ai pas demandé, mais on aurait pu... J'aurais pu vous ramener un petit proto. On aurait pu te demander de ramener un proto. Alors du coup, c'est encore en cours de développement? Bien sûr, oui. Donc ça fait 1 an et demi qu'on a lancé Isalgues, mais on est toujours à stade de projet. Et actuellement, on est incubé dans un laboratoire en Bretagne, à Brest, où Jeanne et Claire-Vie travaillent à plein temps sur le développement du produit. Et le but étant d'avoir un produit avant la fin 2025 pour pouvoir commercialiser. Mais c'est très long. Ouais. De devoir créer un nouveau produit, un nouveau matériau de construction qui n'existe pas encore sur le marché. Il y a des enjeux de brevetabilité, de certification. Il faut que tout ça respecte des normes. Donc oui. Et là, du coup, en théorie, le produit il fonctionne à peu près pour l'instant? On en est où? Écoute, on a un super prototype de matériaux. Ouais. Simplement, maintenant, le but, c'est de pousser les performances du produit à son maximum pour ensuite déposer un brevet et certifier. Ouais. Et donc pour ceux qui connaissent pas, tu peux expliquer un peu ce que c'est du coup le principe du concours de Pangaea X? Ouais. Écoute, comme je le disais, c'est vraiment un programme de 6 mois pour pouvoir kick-off ton projet. Et c'est que des projets à impact. C'est-à-dire que tu dois pouvoir avoir un impact positif sur l'environnement. Et du coup, à la clé, tu avais un voyage avec Mike Horn. Exactement, ça faisait partie des prix. Explorateur, aventurier. Exactement. Je sais pas trop comment le décrire, mais en gros, c'est ça. Alors déjà, raconte un peu, parce que c'est fou. Moi, j'ai pu faire du patinage sur un fjord gelé. Donc ça, c'était vraiment mon rêve ultime. Incroyable. Et aussi c'est un entrepreneur, Mike. Donc, il a pu nous apporter pas mal de tips sur justement comment il a pu gérer ses startups. Et j'ai l'impression qu'il gère un petit peu ses entreprises aujourd'hui, sa startup, comme il peut gérer
ses aventures. Et c'est pour ça que je me retrouve un petit peu aussi dans sa personnalité, c'est que dans sa vie, c'est que lui, il a commencé par les aventures pour ensuite aller dans les startups. Et moi, j'ai fait le patinage pour ensuite me mettre aussi dans les startups. Et des fois, tu gères un petit peu ces deux choses pareilles. Je crois que c'est des projets avec des objectifs à atteindre. Tu ne retrouves pas forcément cette chose en entreprise. Quand tu es salarié, tu fais Sur des salariés. Ouais, bien sûr. Okay. Et pourtant, je le suis aussi, donc... Ouais, du coup, tu connais d'autant plus, quoi. En même temps que le sport, tu as fait un voyage humanitaire en Afrique. Comment tu as fait les deux en parallèle ? Parce que ça, c'est une histoire de rythme, encore une fois. Donc, le voyage humanitaire, je l'avais prévu avant de recommencer ma carrière sportive. Ah ouais. C'est-à-dire que on était en plein Covid. En 2021, je commençais justement ma vie de stagiaire à Varsovie, dans mon cabinet de recrutement. Et là, je me pose et je me dis... j'ai besoin de faire autre chose. J'ai besoin de voir quelque chose d'autre et d'avoir un petit peu un impact. J'avais l'impression un peu de pas servir à rien, mais d'être là et puis juste de vivre. Et je me suis dit non, il faut que je fasse autre chose. Et donc de là, j'avais cette opportunité. J'ai un copain à moi d'école en Suède qui lui avait déjà construit 2 écoles en Afrique. Et qui voyait en fait l'impact que ça avait. Et justement, on a besoin de construire des écoles pour pouvoir permettre aux enfants de rien que de voir un peu autre chose, et puis de sortir de leur quotidien, et puis de pouvoir s'assurer une éducation. Ouais. Et donc de là, j'ai participé je lui ai dit comment t'as fait. Moi aussi, je veux faire la même chose. Et donc on a créé une association humanitaire, une association en France, du nom de The Next Smile France. Et on est parti en 2022. On a cherché du financement pendant assez longtemps parce que c'était en plein Covid. Toutes les entreprises étaient en difficulté, donc c'était pas le moment de leur demander de l'argent. Et quand même, on s'est fait sponsoriser par Saint-Gobain. Et Saint-Gobain nous a accompagnés dans la construction de cette école. Et en 2022, avec Élodie, qui est ma meilleure copine, on est parti au Kenya pour construire cette école. T'as besoin de faire plein de trucs en même temps ? Ouais. Ouais. Pas mal de choses différentes. En fait, j'ai besoin de me tester dans plusieurs domaines. C'est-à-dire qu'un domaine où je connais pas vraiment grand-chose et en fait, je suis un peu opportuniste. Donc là où je vois un peu une opportunité et où je sens que je peux apporter quelque chose, je vais essayer d'y aller. Mais c'est vraiment une histoire d'opportunité. Ouais. C'est-à-dire que mon pote rentrait de ce voyage humanitaire en Afrique et j'ai vu que je pouvais, pourquoi pas faire la même chose, donc let's go. Ouais, tu les saisis tant qu'elles sont là. Là, j'ai foncé tête baissée, vraiment. Ouais, mais bon, c'était pas... Je veux dire, il n'y a pas forcément de risque. Donc tu peux non, il n'y a pas de risque. Ouais. Par contre, tu es vraiment livré un peu à toi-même. C'est-à-dire que tout partait d'une idée. Ensuite, à partir de là, il a fallu trouver des financements et puis y aller pour de vrai. Et là, tu n'as pas une association vraiment pour te sortir d'un pétrin si jamais tu y es. En fait, c'est toi et c'est ton asso. C'est toi qui as créé l'asso, donc c'est ton pétrin. Ah oui, c'est d'autant plus compliqué, ouais. Effectivement. Ah oui, parce que du coup, tu as fait venir des gens sur la construction, comme c'est toi qui as créé l'asso. En fait, on était 2, donc moi et Élodie. Ouais. Et en arrivant là-bas, donc on a recruté une équipe... on a recruté les gens du village, finalement, pour construire l'école. Ok. C'était pas d'autres membres, des bénévoles associatifs qui venaient de France Non, pas du tout. Nous, les bénévoles, on était 2. C'était moi et ma copine. Ouais, heureusement, parce que c'est peut-être là où ça se complique un peu. Forcément, gérer une équipe, c'est toujours compliqué. Donc, si en plus, on doit faire venir les gens de France, ça reste compliqué. Mais bon, le but étant aussi de créer de l'emploi en Afrique. Donc, pourquoi recruter des gens en France quand il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'un travail et qui peuvent faire ce job-là. 2 jours de la fin de l'inauguration, où en fait, ils ont compris que... Enfin, je veux dire... justement, le Kenya est un pays hyper corrompu et ils ont compris que là où on était, il y avait de l'argent, quoi. Enfin, tu sais, il y avait un projet qui était en train de se construire. Donc en fait, je pense qu'ils voulaient récupérer un petit peu leur part. Je sais pas qui c'est Hills. Je pense que ça faisait partie un peu de la police, tu sais, un peu rallongée. Ouais. Et les mafieux qu'ils peuvent avoir là-dedans. Et donc, bref, un jour, ils sont arrivés avec des gros pick-up, des matraques et des petits guns. Et ils nous ont piqué ce qu'ils ont pu.
Et en l'occurrence, on avait presque terminé l'école, donc ils nous ont piqué nos peintures et notre peintre, avec un peu une rançon en contrepartie si on voulait les récupérer. Donc finalement, on a pu gérer ça intelligemment, en leur faisant comprendre que c'était pas forcément chez nous qu'il fallait aller chercher l'argent et que nous, on était vraiment là pour apporter, on va dire, du travail aux gens de la communauté. Donc on n'était pas la cible. Et du coup, ils nous ont gentiment rendu notre peintre et nos peintures pour qu'on puisse faire l'inauguration 2 jours après. Et on avait vraiment cette problématique de temps parce que 3 jours après, on était en France. Tu nous as apporté ta coupe, ta première coupe. Et oui, c'est vrai. Il y a une histoire un peu. Parce qu'on n'a pas parlé de comment j'ai commencé le patinage. Ouais. Donc, pour la petite histoire, j'ai commencé à 4 ans et à la base, j'aimais pas du tout ça. Je peux? Oui, bien sûr. Attention, elle est collector. Hein. J'en prends soin. Elle a quel âge? Elle est pas toute jeune. Ah ouais? Donc, j'ai commencé à 4 ans parce que ma maman était beaucoup dans les sports d'hiver. Donc, elle avait un très, très bon niveau de ski de fond. Donc, et moi, j'avais beaucoup d'énergie à revendre. Donc, ma maman m'a inscrit au patinage. Mais bon, vous voyez, on tombe, il fait froid, ça fait mal. J'ai pas tout de suite adhéré. Jusqu'à ce que je gagne ma première coupe. Et là, j'ai dit, là, je kiffe. Ah ouais? Là, j'ai envie de continuer. Mon but, c'est d'avoir le plus de coupes à la maison, qu'on puisse même plus ouvrir la porte de la maison. Ouais, c'était un peu la soif de gagner un petit peu. Ah, c'était, ouais. En fait, franchement, j'adore les coupes. Mon but, c'est d'avoir le plus de coupes possible. Et du coup, pour la petite anecdote, j'ai vu en tout cas à la télé que lors des championnats du monde, on gagnait des médailles. Je me suis dit, les médailles, c'est pas intéressant. Je veux juste gagner des coupes. Et du coup, tu gagnes tous les championnats de Pologne? Maintenant, écoute... Pologne, t'as des coupes ou pareil, c'est des médailles? Non, c'est des médailles. Ah ouais, aussi. Mais bon, maintenant, j'ai appris à aimer les médailles. Surtout quand elles sont en or. Ouais, voilà. Oui, c'est sympa aussi, hein, franchement. Ok. Ouais, donc en fait, au final, quand on y réfléchit, c'est pas forcément le sport qui était important. Quand j'avais 4 ans, non, c'était les coupes. Ouais. Mais maintenant, oui, j'ai changé un petit peu j'ai shifté mon mindset. Collector. Merci Andrea, je te serre la main. Merci à toi. C'est la tradition. Top. Et donc, à